Bonjour, merci à tous, merci aux organisateurs de cette invitation. C'est toujours le plaisir d'être ici. Je vais effectivement vous parler dans le cadre du traumatisé sévère de quels facteurs pour le traitement de la coagulopathie post-traumatique. Et j'insiste, le thème, c'est aussi la coagulopathie post-traumatique. Donc cette coagulopathie, ça nécessite forcément post-traumatique, donc ça nécessite un trauma. On sait qu'elle apparaît quand au traumatisme, plus il est grave, plus il y a de coagulopathie, mais le plus souvent, il y a un état de choc qui doit être associé pour arriver au final à la coagulopathie, et que je ne traiterai pas tout ce qui est lésion endothéliale, mais je traiterai la question posée, c'est-à-dire les facteurs, mais évidemment, ça sous-entend de ne pas oublier l'acide tranexamique et tout ce qui va avec, parce que sinon, ça sera insuffisant. Donc, comme c'est bien montré sur cette diapo, pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer des facteurs de coagulation? Parce que ces facteurs de coagulation, quand on est dans un trauma et dans un choc hémorragique, les facteurs, ils sont d'abord consommés pour faire le caillot, et puis ensuite, les facteurs, ils sont perdus, et on voit la perte sanguine. Donc, en plus de cette perte et de cette consommation, on a dit il y a quasiment toujours dans un état de choc une baisse de l'activité de ces facteurs, et on sait, excusez-moi, que vraiment quand on a un état de choc avec des bases déficits, là c'est présenté comme ça, augmenté, on a une réduction de plus de 50% de l'activité de chacun des facteurs de coagulation. Donc même s'il reste en nombre à peu près suffisant, s'il y a une acidose associée, l'efficacité de ces facteurs sera diminuée. Et ce n'est pas en mettant des bicards qu'on restaurera l'activité de ces facteurs, il faut guérir l'état de choc pour récupérer une activité correcte. Donc j'ai cette diapo de Sophie Obada et c'est un bon endroit ici pour encore lui rendre hommage. Qu'est-ce que nous disent les recommandations pour faire face à un choc hémorragique dans le cadre d'une coagulopathie du traumatisé? Il y a deux grandes techniques. Soit on veut être un peu... Ça fonctionne pas bien? Ah. Excusez-moi, je serai moins coquette la prochaine fois, je ne mettrai pas de boucle d'oreille. Soit on n'est pas très délicat et effectivement on va faire de la transfusion massive à haut ratio. On va mettre des concentrés de globules rouges associés à des PFC associés à des plaquettes avec des objectifs. Il y a quand même des objectifs de biologie. En général, le TP, moi je ne sais pas à vous, mais moi je regarde rarement, je commencerai souvent ma réanimation avant d'avoir mes résultats de biologie. Des plaquettes, je rappelle, dans le choc hémorragique, c'est 100 000, c'est pas 50 000, 100 000 plaquettes. Un seuil restrictif d'hémoglobine. Et puis, par contre, ce qu'on a assez facilement, c'est un taux de fibrinogène supérieur à 1,5. Soit on est dans plutôt de la thérapie individualisée, c'est là, est-ce que je mets plutôt des facteurs, plutôt des rouges, plutôt des plaquettes, et dans les facteurs, c'est le sujet. On peut avoir plusieurs types de produits qui sont aujourd'hui utilisables et sur le marché. Alors quand je regarde de quoi est composé le plasma, quand on transfuse du plasma, on transfuse tout ça, et puis quand on regarde la concentration de ces facteurs de coagulation, en fait c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc d'abord, je vais parler de la transfusion de plasma. Depuis l'étude ProPPR, il y a des années, on disait est-ce qu'il faut augmenter les ratios. ProPPR a essayé de nous montrer est-ce qu'on fait du 1 pour 2 donc, ou 1 pour 1. Cette étude prospective randomisée n'a pas permis de conclure pour les malades. On sait qu'il faut faire au minimum du 1 pour 2, donc un concentré de globules rouges et la moitié de PFC, très précocement des plaquettes. Mais par contre, ça a quand même montré que des ratios à un haut ratio à 1 pour 1 diminuait la mortalité par exsanguination. Donc il faut augmenter les ratios si on met rapidement des PFC. Alors, effectivement, il faut en mettre beaucoup. J'ai commencé à dévoiler, mais probablement aussi rapidement. Cette étude qui est un petit peu ancienne, qui est aux États-Unis, et qui regarde le déficit en plasma, en nombre de plasma par rapport aux globules rouges à la phase initiale et dès la première heure. Je ne sais pas dans cette salle, mais je veux dire, c'est assez nouveau. Il y a quelques années, transfuser des plasmas dans la première heure de la prise en charge de nos traumatisés, c'était quand même pas réservé à tous les centres. Il fallait vraiment être hyper actif pour que notre plasma il a été transfusé dans la première heure.
Et qu'est-ce qu'on voit? C'est quand il y avait un haut déficit de plasma, donc qu'il y a une différence de plus de 6 plasmas de retard par rapport au nombre de concentrés de globules rouges, par rapport à un bas déficit, donc 2 plasmas de moins que les globules rouges, et bien, il y avait une mortalité qui était augmentée dans les cas où il y avait un haut déficit en plasma. Donc, quand on transfuse du plasma dans le cadre d'une coagulopathie, dans le cadre d'un choc hémorragique, il faut augmenter nos ratios. En général, on démarre à 1 pour 1 et il faut surtout se dépêcher et être beaucoup plus rapide. Le fait de transfuser des plasmas plus précocement, sans retard et sans déficit en plasma, effectivement, ça permettait de diminuer au total la transfusion, faire une épargne sanguine, on diminuait le nombre de concentrés de globules rouges qui allaient être transfusés, on diminuait le nombre de plasmas qui allaient être transfusés. C'est assez logique, on fait coaguler le malade plus vite. L'idée, si on le fait coaguler plus vite, ben, il va saigner moins longtemps. Et c'était montré. Quand on regardait le score triste, la probabilité de survie, et ben, la probabilité de survie était augmentée, là encore, quand il y avait un faible déficit. Et le pourcentage de décès était augmenté. Donc, il faut augmenter les ratios. Et 2, aller plus vite. On a essayé de montrer encore plus vite. Donc, encore plus vite, c'est quand c'est en préhospitalier, dans cette étude qui regroupe et l'étude Pampers et l'étude Combat. Effectivement, là c'est une des premières études où on transfuse d'abord du plasma même avant les concentrés de globules rouges. On montre en tout cas dans les transferts secondaires, quand il y a un délai minimum supérieur à 20 à 30 minutes, qu'il y a un bénéfice sur la survie précoce, sur la survie dans les 24 premières heures et là sur la survie à 28 jours. Ce qui nous dit que quand même, il ne faut pas avoir de retard et ce qu'on va faire dans ces premières heures de la prise en charge va vraiment impacter aussi la mortalité à J28. Donc apporter beaucoup plus tôt, voire en préhospitalier, et plus de plasma quand on est dans la transfusion massive. Rien que dans nos services, regardez, quand vous avez l'infirmière qui a des PFC dans une main et des concentrés de globules rouges dans l'autre, ben, spontanément, parce qu'on est habitué à dire ce qui tue, c'est l'anémie, les infirmières vont plutôt avoir tendance à passer les concentrés de globules rouges en premier, et non, il faut plutôt d'abord passer les plaquettes et les PFC, ce qui fait coaguler, et secondairement seulement les concentrés de globules rouges. Alors ok, il faut en passer plus tôt, mais comment on fait? Alors d'abord on s'organise, on fait des protocoles de transfusion massive, et puis on s'organise avec nos EFS pour savoir, dans mon centre, parce que c'est très très différent selon là où on travaille, en combien de temps je peux avoir des plasmas frais décongelés et comment ils sont transportés, améliorer tout ça. Donc pour ça, l'État nous a permis d'anticiper un peu, de ne pas jeter en tout cas tous ces PFC qu'on ferait décongeler et qu'on n'utiliserait pas parce qu'au final le malade est décédé ou au final le malade n'est pas si grave, mais une organisation où maintenant les PFC en France peuvent être gardés 24 heures dans une UFS et être redistribués. Pourquoi aux États-Unis, ils arrivent beaucoup plus vite que nous à transfuser? Parce qu'eux, ils ont le droit de garder 5 jours des PFC décongelés et ils utilisent dans l'urgence vitale non pas des PFC AB, mais des PFC A, ce qui arrivera peut-être en France. Mais aujourd'hui, effectivement, les PFC AB, c'est extrêmement rare, donc extrêmement précieux. Et aujourd'hui, à ma connaissance, aucun centre de traumatologie n'a en permanence des PFC décongelés pour en envoyer direct quand un patient arrive. Donc effectivement, il faut s'organiser dans nos centres et peut-être anticiper la décongélation des plasmas avant l'arrivée du patient en disant vous gardez les PFC et puis si jamais le malade est trop grave ou pas assez grave, à ce moment-là, vous gardez et vous les redistribuez à quelqu'un d'autre. Et puis est arrivé, est anciennement très connu des militaires, le plasma lyophilisé. Les civils n'avaient pas le droit de l'utiliser, c'était surtout utilisé en OPEX, mais aussi dans les hôpitaux militaires pour pas forcément les situations de guerre. Donc j'ai eu la chance de coordonner ces recommandations où on peut avoir aujourd'hui accès au plasma lyophilisé de l'armée. Mais alors attention, ça devient un petit peu confusogène parce que ça reste un produit sanguin labile,
avec toute la législation qui va, même si elle s'est un petit peu allégée. Les PSL peuvent être maintenant dans nos dépôts de sang, et on a dans les gros trauma centers en général des concentrés de globules rouges dans un frigo. On peut avoir des plasmas lyophilisés à côté. Effectivement, ça permet de transfuser beaucoup plus vite, hein. À Lille, ça c'est assez ancien, hein. C'était en 2015, on mettait à peu près 60 minutes entre le moment où on disait tiens, je voudrais des PFC et la fin de la transfusion de PFC. On s'est amélioré depuis, mais avec effectivement les plasmas lyophilisés qu'on avait dans l'armoire juste à côté, on était à quelques dizaines de minutes. Le fait d'en passer plus vite nous a permis dans cette étude de montrer que la correction du déficit en fibrinogène était plus précoce et plus durable. On n'avait pas eu trop de temps et de déficit de ce fibrinogène. La difficulté aujourd'hui, c'est aussi l'approvisionnement et l'armée n'est pas capable de livrer autant de plasma lyophilisé qu'on voudrait en avoir. Donc vient d'arriver sur le marché un plasma médicament de chez Octa Pharma. Alors, comment un plasma peut avoir perdu le terme de produit sanguin labile? C'est juste parce que le plasma de l'armée, c'est fabriqué à partir de 10 donneurs pauvres en anti-A, anti-B. Donc c'est en plus un groupe universel. Tandis que le plasma lyophilisé médicament, là, c'est à partir de plus de 100 donneurs. Donc ça a perdu le statut de médicament. Donc la législation n'est plus du tout la même. On n'est plus obligé de la mettre dans une EFS où c'est acheté par la pharmacie et on peut en avoir dans nos frigos. Les deux types de plasma lyophilisés restent 3 fois au moins, voire plus chers que des plasmas décongelés. Et on doit chacun s'organiser dans nos structures, si on fait que du traumatisme, de la maternité, est-ce que j'ai des chocs hémorragiques, combien par an, en combien de temps je peux avoir du plasma, et en fonction de son organisation, voir effectivement s'il est nécessaire ou pas d'avoir différentes formes s'il y a un intérêt ou pas dans les structures à avoir un des deux plasmas lyophilisés. Maintenant, on a parlé du plasma, je vous ai fait le gros des ménageurs, je vais essayer d'être un peu plus délicate. Alors beaucoup, on parle d'hémorragie en termes de saignement, en disant le sang c'est un organe. Ok, si on perd du sang, il faut remplacer tout l'organe et du coup du plasma. Et beaucoup ont essayé faire de la thérapie plus ciblée directement pour le patient et donner certains facteurs. Alors qu'est-ce qu'on a comme facteurs qu'on connaît? Les concentrés de complexe prothrombinique, on en a plusieurs, des différents. En général, on utilise en France les 4 facteurs. Attention, hein, ils n'ont pas tous la même concentration en anticoagulants. 2 grandes études. Première étude ITACTI qui compare 2 groupes. Alors, si on regarde la transfusion initiale, l'objectif, c'était la défaillance multiviscérale à J28. Je ne sais pas bien si c'est le meilleur moyen de voir notre transfusion initiale, de regarder un résultat à J28. Et l'étude était interrompue à la moitié parce qu'ils se disent c'est magique, hein, le fait de faire 50 mg kg de fibrinogène, des concentrés de complexe prothrombinique et du facteur 13, ça diminue la dose de transfusion et surtout ça diminue la transfusion massive. Bon, ça ne nous a pas convaincus. Et puis, beaucoup plus récemment, l'étude de Grenoble, on a participé environ un petit peu plus de 300 patients. Les patients arrivaient au déchocage, on disait ils vont être transfusés, ils avaient besoin d'un concentré de globules rouges dans la première heure, ils étaient graves. Et du coup, on randomisait en double aveugle, soit un bras placebo, où on faisait 1 ml kg de sérum salé, et l'autre bras, où on faisait 1 ml kg de concentré de complexe prothrombinique. On était sûr qu'en mettant beaucoup de facteurs tout de suite, ça allait bien marcher. Et patatras, eh bien non, ça n'a pas diminué. Là, l'objectif, c'était la transfusion dans les 24 premières heures. Aucune différence de transfusion. Par contre, une augmentation des complications thromboemboliques. Donc aujourd'hui, pour moi, le fait d'associer des concentrés de complexe prothrombinique à une thérapeutique de transfusion massive n'a plus sa place. Le fibrinogène. Le fibrinogène, on sait que c'est le premier facteur qui va passer en dessous du seuil, en dessous des 1,5 g. Que effectivement, plus il est bas, il est de façon indépendante, ajusté à la mortalité. Un malade qui va avec un fibrinogène bas a plus de risque de décéder. C'est un biomarqueur de cette gravité. Maintenant, quand on est dénutri, on n'a pas d'albumine, mais le fait de nous recharger que en albumine, ce n'est pas ça qui va nous nourrir. Donc on a
longtemps hésité, on a fait pendant très longtemps du fibrinogène associé ou même seul en première intention avant les dosages biologiques. Et Cryostat est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors Cryostat, c'est une population de 1500 patients à l'arrivée. Tous ont une transfusion massive. Le bras standard va avoir aussi des concentrés de fibrinogène, mais avec des ratios plutôt 1:1. Et l'autre bras a une grosse dose, 6 grammes de fibrinogène à la phase initiale. L'objectif, c'est toute la mortalité dans les 28 jours. Et le fait d'avoir mis à la phase initiale des grosses doses de fibrinogène ne permet pas cette diminution de la mortalité. Et en plus, dans les traumatismes ouverts dont on vient de parler, il y a un surrisque là très net de mortalité en cas d'utilisation de ces cryoprécipités qu'on n'a pas en France, mais de grosses doses de fibrinogène. Donc aujourd'hui, pour moi, de faire du fibrinogène, ça reste indispensable. Il faut maintenir un taux supérieur à 1,5, mais souvent c'est associé au PFC ou associé au plasma lyophilisé. Faire du fibrinogène seul, c'est qu'on n'est pas dans le cadre du choc hémorragique, de la coagulopathie par choc hémorragique. Deux petits mots très rapides, le facteur 7 et le facteur 16, le facteur 13. Facteur 7, pour moi, il ne faut pas l'oublier, le Novo7, on s'en sert exceptionnellement. C'est vraiment qu'on en a dépassé, c'est au 2e, au 3e pack de transfusion massive pour se donner quelques minutes avant que le chirurgien arrive ou que l'embolisation soit disponible. Attention, c'est en plus de tous les médicaments. Ça vient juste après un pack transfusionnel parce que si on n'a pas une hémoglobine supérieure à 8, un fibrinogène, etc., vous savez lire, il y a très très peu de chances que votre malade soit répondeur. Donc il ne faut pas l'oublier, il y a un énorme risque thrombotique derrière, mais ça sauve la vie quand on le fait à bon escient. Le facteur 13, c'est encore dans les recommandations, dans la 6e recommandation du choc hémorragique. J'ai envie de dire de façon un peu caricaturale, c'est un truc de Suisse pour les Suisses, basé sur une étude de comparaison avant-après et un autre score de propension. Pour saigner, quand on a un déficit en facteur 13, il faut qu'il soit inférieur à 5% pour que ça ait des complications hémorragiques. Mais effectivement, quand on va voir à Genève, ils l'utilisent, j'ai envie de dire un petit peu nous, comme on utilise du fibrinogène. Je ne l'ai jamais dosé. Je changerai peut-être mes pratiques, mais aujourd'hui, il n'y a rien dans la littérature qui me donne envie de faire du facteur 13. Je ne peux pas parler de facteur sans parler de son cofacteur, le calcium. Le calcium, on l'a parlé dans l'étude de Pampers et Combat, les patients à qui on avait dosé le calcium. Évidemment, ceux à qui on avait dosé le calcium, qui avaient reçu des PFC, avaient un calcium ionisé plus bas à cause du citrate. Et très clairement, les patients qui étaient hypocalcémiques avaient un risque indépendant de mortalité augmenté. Nos recommandations, je vais avancer, nos recommandations 12 quoi, sont un petit peu plus fous, hein. Il faut doser le calcium et puis faut en faire, hein. Faut faire les dosages. Pareil dans le trauma acute care, où là c'est un taux de calcium à 0,9. Par contre, les recommandations de l'armée sont beaucoup plus strictes en disant on fait du calcium avant même toute transfusion. Si on a perdu du sang, on a perdu du calcium, on a utilisé du calcium et on va transfuser avec des produits qui sont citratés et du coup on va encore plus faire baisser le calcium. Donc le calcium doit être fait avant la transfusion et refaire une injection de calcium tous les 4 produits sanguins labiles. Il ne faut pas avoir peur de l'hypercalcémie, mais plus peur de l'hypocalcémie. Dans cette étude, 15 000 patients, ce n'est pas que des traumatisés graves, mais on voit que ce qui va protéger et diminuer la mortalité à l'arrivée, c'est une hypercalcémie modérée entre 1,2 et 1,3 et même pendant le séjour. Donc effectivement, les militaires nous proposent comme trigger de calcium d'injecter du calcium si le calcium ionisé est inférieur à 1,2 et on a aujourd'hui adopté cette technique. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au congrès de la soirée.